Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review qui va parler des épisodes 5 et 6 de la nouvelle série Daredevil Born Again diffusée actuellement sur Disney+ par Marvel Television. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ces épisodes 5 et 6, donc deux épisodes qui sont sortis pour cette semaine. Alors en ce qui concerne l'épisode 5, Matt Murdock est en galère de thunes pour son cabinet d'avocat pour lequel il travaille. Il va donc faire le tour des banques de New York pour trouver un prêt pour se remettre à flot, et va tomber sur la New York Mutual dans lequel travaille le père de Kamala Khan, aka Miss Marvel. Donc voilà, petit clin d'œil et petit lien avec une précédente série Marvel, Miss Marvel en l'occurrence. Bon, évidemment que on va nous appuyer de manière bien lourdingue le fait que c'est le père de Kamala Khan, Kamala Khan existe dans l'univers. C'est la caution MCU, c'est juste que c'est fait avec une telle lourdeur que ça nous sort un peu de l'épisode. Puis bon, le père, c'est un peu un cliché, papa gâteux en boucle, mais bon. Écoutez, tant qu'à faire un braquage, autant nous caser une petite référence et un petit lien. Évidemment, comme par hasard, c'est dans cette banque-là que Matt Murdock va se retrouver entre deux feux d'un braquage, puisqu'on apprend que les associés, ou du moins les ex-associés du caïd, pour un remboursement de dette, vont braquer cette banque pour récupérer un butin d'une valeur de 1,8 million de dollars. Et l'épisode va donc se concentrer sur ce braquage. Et que dire à part que... c'est quoi ce braquage? Parce que concrètement, on a l'impression d'avoir affaire à un épisode filler, et j'ai trouvé l'épisode extrêmement décevant et surtout assez futile, assez chiant, parce qu'on sait que Daredevil va s'en sortir, on sait que le père de Kamala Khan va s'en sortir, et il y a de fait très peu d'enjeux. Les enjeux autour de ce braquage-là, c'était surtout pour montrer comment Matt Murdock peut intervenir en tant que simple avocat, en essayant de se faufiler entre les lignes, et qu'est-ce que souhaitait réellement récupérer les braqueurs, mais tout ça pour un épisode, ça fait beaucoup de temps d'écran pour quelque chose de pas très important. Le fait est que plus l'épisode dure longtemps, et plus ça dilue la tension du braquage, et permet à des scènes assez ridicules d'arriver. Je pense notamment j'aimerais aller pisser, est-ce qu'on peut aller s'écarter tout seul, toi et moi, dans un coin isolé pour que je puisse te maîtriser et revenir plus tard pour maîtriser la situation. On a évidemment tous les discours entre les mafieux qui durent 10 plombes, on a aussi le coup des flics qui sont moitié incompétents, moitié bourrins, et évidemment ils vont intervenir exactement au bon moment pour permettre à Matt Murdock de résoudre la situation. Donc ouais, ce braquage là il prend beaucoup trop de place, on sent que ça nous a gratté un épisode juste comme ça, juste pour rien, et qu'il aurait très bien pu tenir dans les épisodes précédents. Franchement il aurait pu faire un demi-épisode, les enjeux sont assez peu élevés, et c'est juste pour créer un petit lien entre un incident que va vivre Matt Murdock et l'ex-vie, si je puis dire comme ça, de Wilson Fisk en tant que caïd, puisqu'en l'occurrence là ce sont d'anciens partenaires qui se chamaillent entre eux et ont des dettes entre eux. Mais bon, je retiens tout de même la petite séquence de baston à la fin quand ils s'en sortent du commissariat de la banque, entre le chef du gang et Matt Murdock, et là faut avouer que ce petit combat avec brisage de tibia, tu le savoures exactement comme le petit bonbon du père de Kamala Khan. Ah, le petit bonbon violent là, ça fait toujours plaisir. Mais ouais, franchement l'épisode, pour moi c'est clairement le moins bon de la série pour l'instant, tout simplement parce qu'il n'apporte pas grand chose. L'événement en lui-même dure beaucoup trop longtemps et nous bouffe un épisode très clairement. Et le temps qu'on aurait pu économiser avec cet épisode-là aurait pu servir à créer plus de liens et plus de corps aux épisodes précédents. Pas grand chose à en dire d'autre franchement, à part que évidemment c'est toujours sympa de voir Matt Murdock essayer de se débrouiller autrement qu'en Daredevil, même si il botte toujours des culs avec sa grande canne et ça fait toujours plaisir. Passons maintenant à l'épisode 6, et là par contre l'épisode 6 c'est à l'inverse le meilleur épisode de la série, simplement parce que enfin les intrigues de tous nos personnages commencent à se regrouper les uns avec les autres pour former une intrigue globale et principale qui permettent de donner plus d'enjeux et plus de corps, comme je le disais juste avant, à la série. Et c'est extrêmement dommageable en contrepartie que ça n'arrive qu'à l'épisode 6, parce que là on est aux 2/3 de la série, il ne reste plus que 3 épisodes, et ce n'est qu'à l'épisode 6 qu'on a enfin ce lien, cet arc principal qui se dessine et va nous amener à quelque chose de beaucoup plus, je l'espère, abouti et de consistant. Pourquoi ? Pour commencer avec l'enquête sur Muse, parce que c'est clairement Muse, ce nouveau super vilain, qui fait le lien entre l'intrigue de Wilson Fisk et l'intrigue de Daredevil. De Wilson Fisk, parce qu'évidemment, ses actes de tag et d'art, et évidemment de kidnapping, ont été mis au grand jour au sein de la police et aux yeux de Fisk. Et de l'autre, Victor Ayala, qui était White Tiger, enquêtait en réalité sur des disparitions
lié à Muse, et le fait est que Matt Murdock ait défendu White Tiger, et maintenant est en lien avec sa nièce, et bien voilà, permet de le lancer sur la poursuite de Muse, et évidemment tout le dilemme intérieur de redevenir ou non Daredevil. Et maintenant on comprend mieux pourquoi on nous a mis White Tiger en tant que client à défendre pour Matt Murdock. Comme je l'ai dit dans la précédente review, c'est pour le côté se confronter à l'aspect bénéfique du justicier, mais maintenant d'un point de vue scénaristique, ça permet de lancer Matt Murdock sur la piste de Muse, d'une part avec le côté affectif, émotionnel, avec la nièce de White Tiger, et évidemment le côté plus idéologique, symbolique, thématique, avec la non-intervention du justicier et l'intervention de la police, etc. Et voilà, le fait est qu'il était confronté à des flics pourris et que la nièce de White Tiger le reconfronte par rapport à ça, bah évidemment que ça va le repousser à devenir Daredevil. Donc ça, c'est un excellent moyen d'une part de faire travailler les thématiques de la série et de faire avancer de façon cohérente l'intrigue de Daredevil. Donc ça, c'était... Et en fait, je trouve que ça arrive trop tard. Enfin, trop tard, à voir après le reste de la série, mais je pense que ça aurait dû venir beaucoup plus tôt. Et c'est ce que je disais dans ma précédente review, c'est qu'on aurait dû mettre davantage l'accent sur l'activité super-héroïque de White Tiger, de nous montrer qu'il était en train d'enquêter sur des disparitions, de le montrer en train de faire le justicier. Ça aurait d'une part montré quelques scènes d'action avec un nouveau super-héros, de le mettre en lumière. Donc d'une, pour Marvel, je pense que ça peut être bénéfique d'un point de vue purement marketing. Et de deux, nous en tant que spectateurs, de nous faire gagner en empathie, de nous le faire attacher et de nous faire comprendre que c'est ce personnage-là qui était nécessaire à l'intrigue et à rendre encore plus fort évidemment les scènes d'émotion de son procès et de sa défense par Matt Murdock. Et pour Wilson Fisk, pareil, ça aurait dû venir un peu plus tôt, comme ça il aurait pu se lier, puisque comme il le fait dans l'épisode, il va créer une unité d'élite anti-justicier, donc enfin une mesure concrète pour mettre en place son programme avec tous les policiers pourris, alors pas vraiment pourris, mais plutôt très clairement excessifs et complètement zélés en mode adorateur du Punisher. Et cette unité d'élite, bah, en la mettant en place plus tôt, il aurait été en lien plus tôt avec ces policiers-là, et il aurait pu intervenir d'une manière ou d'une autre au procès de White Tiger, et là ça aurait pu être encore plus puissant, encore plus fort, puisque ça aurait permis de lier davantage Fisk et Matt Murdock, notamment le côté maire et le côté avocat, comme je l'avais précédemment dit, et ça aurait, je pense, créé des épisodes bien plus concrets, bien plus palpitants, et surtout beaucoup plus intéressants à suivre, de lier les intrigues entre elles, puisque là, très clairement, Muse, c'est le lion, ça va être l'antagoniste, pour l'instant, de Wilson Fisk en tant que maire, et de Matt Murdock en tant que Daredevil, et c'est un très bon moyen de lier tout ça. Cet épisode, je l'ai beaucoup apprécié, on en voit davantage de Muse, il est extrêmement flippant, en plus il arrive à se défendre, je vais en revenir un peu plus tard. Bref, là pour moi, Muse, c'est un 20 sur 20, très belle introduction. D'un point de vue scénaristique, il fait, comme je l'ai dit, le lien entre les différentes intrigues, et en plus de ça, on arrive en fin d'épisode, où Daredevil, grâce indirectement à White Tiger, retrouve la piste de Muse, et voilà, nous offre un combat comme on les aime, un combat brutal, bien chorégraphié, où ça brise des nuques, ça envoie des pains, ça crie, voilà, ça crie ses tripes. Donc non, vraiment un très très bon combat de fin d'épisode, j'entends bien, avec en plus un petit usage de gadget avec son tonfa qui rebondit, son grappin, etc. Bon, par contre, petit bémol, au tout début quand Daredevil arrive pour mettre le premier pain à White Tiger, donc dans le métro, pas White Tiger, à Muse, bon sang là, la CGI immonde. D'ailleurs aussi, un autre point négatif, parce qu'il n'y a pas que du bon évidemment dans l'épisode, même si je l'ai beaucoup apprécié, quand Daredevil se dit « Allez c'est bon, je remets le masque, je remets le costume et je vais aller confronter Muse », il le fait vraiment comme ça. Il regarde la carte de Foggy, la carte enfin pas la carte de testament, mais une petite carte d'adieu, il le regarde, il a les flics au téléphone, il fait « Oh et puis merde ». Et c'est passé comme ça. Vraiment en 2 secondes, en mode allez vas-y, fuck off, c'est parti, j'y vais. Alors que ça aurait mérité, je pense, une petite emphase de mise en scène un petit peu plus recherchée, non? Même un truc assez classique, hein. Un long zoom sur le visage de Daredevil en plein tourment et à la fin en pleine résolution et dire oh et puis merde, raccrocher et ensuite mettre le costume. Pareil, on a même pas une petite scène où on le voit enfiler le costume, c'est quand même un peu dommage, non? Je veux dire, Iron Man, s'il a été si populaire et si apprécié, c'est parce que à chaque fois, quand il met son armure, il y a toujours des manières un petit peu plus inédites, mais surtout voilà, le fait de le voir enfiler, ça rajoute quand même un bagage émotionnel bien plus fort, de fait qu'il passe de l'humain au surhumain au super-héros, et surtout, voilà, c'est toujours très satisfaisant de voir les petites plaques d'armure se lier entre elles pour former le costume complet. Bon, c'est l'exemple le plus connu qui me vient en tête, mais pareil pour Thor, quand il active son marteau et que son costume commence à se générer autour de lui,
quand Steve Rogers en tant que Captain America, il a juste à prendre le bouclier et à le brandir pour que ça nous fasse de l'effet, ça aurait été bien d'avoir un plan où on voit Daredevil prendre le masque et le poser sur son visage pour l'iconiser davantage. Mais bref, je me suis un peu égaré, ce que je voulais dire c'est que juste après avoir mis son costume et quand il commence à faire un peu son Spider-Man entre guillemets avec son grappin, bon dieu la CGI comment elle est dégueulasse! Mais elle est immonde! Mais exactement comme Spider-Man à la fin de No Way Home, quand il fait son voltige final avec le décor de Noël en fond, cette séquence-là était dégueulasse également. Et là c'est pareil. Et épisode 1, pour le moment où il se bat avec Bullseye sur le toit, pareil, il y a des CGI, bon dieu que c'est laid. Je comprends pas, je comprends pas pourquoi on a droit à de tels dégueulis numériques. Alors que pourtant, comme j'ai dit, c'est Disney, ils ont la thune, le temps. Mais bon, franchement, ça dure quelques secondes, mais c'est simplement que c'est un élément tellement important de Daredevil que c'est quand même dommage de le foirer d'un point de vue technique, alors qu'enfin on y a droit. Passons à Wilson Fisk, qui, comme j'ai dit, met enfin en place un projet concret avec la brigade d'élite anti-justicier, ce qui est d'ailleurs assez ironique, puisque je l'appelle les flics Punisher pour que ce soit plus simple, se voient eux-mêmes comme des justiciers, puisque bon bah ils arborent quand même le symbole d'un justicier, un justicier qui tue, qui plus est, donc c'est assez ironique. Mais comme le souligne si bien Fisk, ils agissent à visage découvert, ce sont censés être les symboles protecteurs de la ville, c'est eux qui font la loi, etc. Et c'est d'autant plus intéressant que Fisk dévoile un peu plus son vrai visage à lui en tant que maire impitoyable, que personne impitoyable. Donc voilà, c'est très intéressant, et en plus de ça, on a évidemment le projet de réindustrialisation de la ville avec le port, et évidemment il est confronté aux élites de la ville, à tout le gratin de la ville. D'ailleurs, on y a un petit caméo de Swordman, que ce soit en petit post vidéo sur les réseaux sociaux, comme ici dans le gala où va Wilson Fisk. Donc Swordman, pour ceux qui ne le savent pas, dans le MCU, c'était le nouveau mec de la mère de Kate Bishop, donc la nouvelle Hawkeye. Donc ce personnage-là est apparu dans la série Hawkeye, où on voit évidemment le héros éponyme ainsi que Kate Bishop. Et dans les comics, c'était le maître de Hawkeye, celui qui lui a appris à se battre et à viser aussi bien. Donc voilà, une petite apparition sympathique, qui mange pas de pain, et là pour le coup, j'ai trouvé son intervention beaucoup plus juste que celle du père de Kamala Khan dans l'épisode précédent. D'une parce qu'il dit des choses intéressantes par rapport à la ville, par rapport à Wilson Fisk, et simplement parce que c'est logique qu'il soit là, étant donné que lui aussi c'est un noble un peu bourgeois qui a du pouvoir au sein de la ville. Une présence justifiée et pertinente, quand bien même elle dure à peine 2 minutes. Et pour Wilson Fisk, donc voilà, il a ses projets enfin qu'il veut mettre à terme et mettre en place. Et évidemment, on a le Fisk colérique et absolument obsédé par le contrôle avec l'amant de sa femme. Et là, pareil, c'est une scène absolument grandiose, mais tout de même en retenue. J'ai adoré le passage où il fait je me battais avec des humains, avec des hommes qui faisaient 3 fois mon poids et ma taille, mais avec des outils, on peut équilibrer la chose. Et là, il fait clairement référence à l'épisode où il tue son propre père avec une brique ou un marteau. Je crois que c'était avec un marteau. Mais c'est vrai que en temps normal, il n'aurait jamais pu battre son père à la loyale. Donc le fait qu'il lui donne la hache et qu'après il se déchaîne contre lui en lui hurlant un « Elle est à moi !» en parlant de Vanessa, ça c'est du Fisk bien violent. Et évidemment que la dualité entre Matt Murdock et Wilson Fisk avec le combat en parallèle entre les deux, où certains coups se suivent d'une chorégraphie à l'autre, ça c'était chouette, ça c'était cool. Et là on sent la puissance des deux personnages qui sont très clairement ceux qui portent la série. John Bertal en Punisher également, il l'a porté l'épisode précédent avec son magnifique discours et son interaction avec Matt Murdock. Donc vraiment les personnages principaux, voilà, ils sont toujours là. Ça fait plaisir de voir un développement enfin qui avance et surtout qui vont finir par se rencontrer les uns avec les autres. Et on a évidemment Muse qui est bien introduit, bien glauque, et en plus, quand même, il drogue une enfant, il la vide de son sang, et j'étais en train de me dire, attends, c'est la même société qui nous a pendu Thor 4 avec le passage des enfants électriques en mode poussant du tonnerre, peluche du tonnerre, on va se battre contre les méchants pas beaux des ténèbres, et c'est la même société qui nous propose de nous voir un enfant se vider de son sang quand même. Et ça fait du bien de voir que la série va jusqu'au bout de son ambiance, de ses thématiques et de l'aspect jungle bétonnière qu'est New York. Donc voilà, c'est un épisode qui m'a fait extrêmement plaisir, qui permet de faire avancer la psyché du Caïd et de Daredevil, qui finissent évidemment par renaître une nouvelle fois, l'un en tant que le Caïd et l'un en tant que Daredevil, évidemment. C'est un peu cousu de fil blanc parce qu'on le voyait voir venir rien qu'avec le titre. Et évidemment que c'est maintenant deux figures extrêmement populaires et bankable du MCU, puisque évidemment que le MCU en ce moment est un peu en perte de vitesse, donc
On a eu Deadpool et Wolverine chez les mutants, et maintenant dans le street level, on a le Caïd et Daredevil qui permettent de rehausser un petit peu l'engouement autour du MCU qui se vautre un peu ces dernières années. Donc là, l'épisode 6, pour moi totalement validé, même si, bon bah, comme vous l'avez compris, il y a quand même des petits défauts par-ci par-là. Je pense aussi à la nièce qui a un discours quand même un peu plus cohérent que le voleur de caramel de l'épisode précédent, mais quand même il lui dit « Matt, t'es un avocat, je pensais que tu pouvais m'aider ». C'est un avocat, il va te défendre devant la loi, devant le système, comme il le dit si bien dans l'épisode, il est là pour te défendre quand tout le système est contre toi. Mais bon, je pense que Matt Murdock aurait quand même pu envoyer son ex-flic enquêteur pour aider la jeune nièce, je pense qu'il aurait quand même pu faire ça. La nièce avait clairement besoin d'aide, et effectivement il est censé être là pour les plus démunis, mais elle ne s'adresse pas à la bonne personne tout de même, c'est qu'un avocat. Mais d'un autre côté, Matt Murdock aurait très bien pu demander à son associé enquêteur de venir l'aider. Lui, pour le coup, c'est un ex-flic, bon, il bosse pour la boîte, mais c'est pas un avocat, il avait largement les compétences et le statut pour aider cette jeune fille à élucider ses enlèvements. Surtout que c'est lui-même qui vient parler de cette affaire à Matt Murdock, donc ça aurait été très cohérent qu'il y aille, et ça aurait même permis, s'il s'était fait capturer par Muse, qui l'aurait par exemple mis KO, ça aurait pu, en plus de ça, asseoir un peu plus la menace qu'est Muse, mais en plus donner un intérêt supplémentaire à Matt Murdock pour aller sauver à la fois son ami, son collègue, et la nièce d'un super-héros décédé. Donc je trouve encore une fois que la série manque encore quelques coches, etc. Mais là, pour le coup, elle va vraiment dans le bon sens, et j'espère que les 3 prochains épisodes seront de ce niveau, et qu'on va vraiment rester focus sur le reste de l'intrigue autour de Muse, qui franchement pour l'instant insère de très bons liens entre nos deux protagonistes. Petit point positif également pour le début d'épisode, où Matt est confronté à sa petite amie psychiatre qui va écrire un livre sur les justiciers. Donc pareil, le pique au vif, indirectement sans le vouloir, sur la notion de super-héros, de justicier, de masque, etc. Même si c'est dit de manière un petit peu trop textuelle de « Hey spectateur, regarde les sujets sur lesquels tu dois réfléchir, regarde les pistes qu'on te lance wink wink ». Bon, c'est un peu facile. Normalement, une bonne série est censée te faire réfléchir de manière indirecte à ces sujets. Bon, là, elle te balance les thématiques banco au visage de Daredevil. Et de l'autre côté, on a Wilson Fisk, qui on voit a clairement perdu de son respect et de la crainte qu'il aspirait via son ex-associé, si je puis dire. Et clairement, il ne se fait pas respecter, et c'était très intéressant de voir ça, parce qu'on sent qu'il en a gros. Et qu'il va très vite exploser, donc là, il explose par rapport à l'histoire de sa femme. Il va finir par exploser sur les justiciers avec ses brigades anti-justiciers. J'ai hâte de voir comment il va exploser pour ses ex-associés de la mafia. Donc voilà, un épisode 6 que j'ai beaucoup aimé, mais qui en fait, c'est à la fois le meilleur de la série et il rehausse la série, mais paradoxalement, il démontre toute sa faiblesse narrative sur ses premiers épisodes, qui peinaient à mettre en place une intrigue principale globale qui permettait de donner du lien à l'ensemble de la série, ce qui fait qu'on avait du mal à voir où elle voulait en venir et à voir les éléments vraiment pertinents et intéressants qu'on était censé découvrir avec ces épisodes-là. Donc là, j'ai encore une fois plus que hâte des prochains épisodes de Daredevil. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis à plus. Ciao!